Je pense que l'éthique de conviction est un élément important et je pense que les préfets et l'État ne sont pas sans avoir eux aussi des convictions dans leur action et c'est ce que j'ai toujours personnellement porté. Du coup, je vais me permettre de faire une petite critique à la revue Hérodote que je lis régulièrement et notamment dans ses comptes rendus ou dans ses bilans annuels. C'est que je trouve qu'elle oublie un tout petit peu que l'État peut avoir aussi des convictions et que l'État a un rôle à jouer. C'est-à-dire que je trouve que dans ces analyses politiques, l'État disparaît un tout petit peu. Alors, je suis sûr que Béatrice va me citer 50 exemples qui montrent que je me trompe dans mes analyses et que j'ai lu trop vite Hérodote, mais je trouve que la place de l'État... Or, je pense que les représentants de l'État ont un rôle. Enfin, je pense que... alors, l'exemple historique le plus évident est celui de Paul Delouvrier, bien évidemment. Mais je trouve qu'on pourrait prendre d'autres exemples. Je pense qu'on ne peut pas complètement et totalement oublier que l'État est un acteur politique dans sa représentation territoriale. Je voulais également dire un point qui me paraît important et revenir sur quelque chose que je viens d'évoquer, qui est la dimension historique d'un territoire. Alors je vais prendre un exemple, puisque Philippe Subra n'a pas évoqué le fait que j'ai été aussi délégué à l'aménagement du territoire. Donc j'ai vécu les problèmes de reconversion de manière très forte. Et je repense à cette question aujourd'hui par rapport au problème de Florange. Les problèmes de reconversion que nous avons rencontrés, auxquels la DATAR, et plutôt mes prédécesseurs que moi, se sont confrontés, ne se comprennent pas aujourd'hui si on oublie le fait que la tradition industrielle du Nord-Pas-de-Calais et celle de la Lorraine n'ont rien à voir. Rien à voir. Le Nord-Pas-de-Calais est une véritable région industrielle dans laquelle la tradition est dans les gènes, si je peux oser une expression un peu forte, elle est dans les gènes du pays. La Lorraine est un pays industriel depuis 1871. Elle s'est faite de par la création d'une industrie que la France a constituée aux frontières de la Moselle et de l'Alsace, occupées par les Allemands. Et on voit bien que la tradition, elle est moins ancrée. Et dans les problèmes de reconversion que l'on a été amené à traiter dans les accueils d'entreprises, on a un peu fait venir en Lorraine, je dirais, des entreprises, on appelait ça, du temps où j'étais à la DATAR, de footloose, du pied léger, des entreprises qui sont capables de venir et de partir, alors que je crois qu'il y a eu un véritable ancrage dans le Nord-Pas-de-Calais, des industries qui sont venues s'y implanter. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des problèmes d'évolution du tissu industriel aujourd'hui dans le Nord-Pas-de-Calais, mais je crois que lorsqu'on fait ces analyses, on ne peut pas oublier l'histoire. Et puis, on ne peut pas non plus oublier la dimension, je vais l'évoquer sur le plan religieux, pardon de parler des territoires que je connais bien. On ne peut pas comprendre les rapports entre le Béarn et le Pays Basque si on oublie l'histoire, si on oublie que le Béarn a plutôt été protestant et que le Basque ont été plutôt catholiques. Donc je milite parce que... et je vais terminer, puisque Pierre Van Cornewall a évoqué son rôle auprès de Philippe Duron. J'ai été donc le complice d'une sarcosade, comme vous l'avez dit, puisque j'ai présidé le comité de pilotage de la ligne nouvelle Paris-Normandie. Et j'ai mesuré combien, dans les gènes des Hauts-Normands et des Bas-Normands, dans les gènes des Hauts-Normands, ils sont convaincus que si les Bas-Normands sont bas, c'est pas pour rien. Mais je l'ai dit à Philippe Duron, hein, je dis que c'est pas Pierre Van Conval peut lui en parler, je ne m'en cache pas. Et vous pouvez interroger Laurent Fabius comme Antoine Ruffnac, ils sont convaincus que demain peut-être il faudra fusionner les Normandies, mais que en toute hypothèse les Bas-Normands, on s'en fiche. Hein. Je veux dire que, et je le vois bien sur la ligne nouvelle, je ne sais pas ce qui sera décidé par la commission Duron. Et je pense qu'il veillera quand même à un certain nombre de points. Mais la position du président du conseil régional, la position de Laurent Fabius, la position de Valérie Fournéron, ancienne maire de Rouen, comme celle d'Antoine Ruffnac et du nouveau maire du Havre, elle est de considérer l'important, c'est la desserte de Rouen, le reste est secondaire. Donc je veux dire que je plaidais pour qu'il y ait aussi cette dimension de l'histoire
des territoires. Patrick l'a un peu évoqué sur l'histoire de la plaine Saint-Denis, mais il faut avoir cette dimension pour bien comprendre les enjeux politiques. Je pense que les enjeux politiques ne se comprennent pas si on n'associe pas à la dimension géographique d'un territoire la dimension de son histoire et de sa continuité historique. Moi, je suis arrivé en Seine-Saint-Denis le 2 novembre 1993. Je suis arrivé dans un contexte et avec une chance inouïe, sachant que j'avais été directeur de l'architecture et de l'urbanisme, que j'avais été DATAR, donc que les problèmes de géopolitique sur le terrain ne m'étaient pas complètement et totalement étrangers. Mais je suis arrivé dans un contexte favorable, c'est que le 15 ou le 16 octobre, Patrick, Georges Valbon, à l'époque président du Conseil général, et Jacques Périlla, au nom de l'État, avaient signé un accord qui définissait les conditions dans lesquelles l'implantation du Stade de France se ferait et les conditions dans lesquelles un certain nombre d'opérations, la couverture de l'autoroute A1, deux gares du RER, l'aménagement de la Porte de Paris, qui a pris un peu plus de temps que ce qui était prévu, mais qui avance. Il ne recule pas. Je veux dire qu'il y a eu cette base. À partir de ce moment-là, et connaissant bien un peu Patrick, un peu plus Georges Valbon de fonctions précédentes, je dirais qu'on a trouvé assez vite un consensus parce que je trouvais que c'était une chance exceptionnelle pour un territoire comme celui de la Plaine Saint-Denis de se retrouver avec un changement dans la base ou dans le substrat du niveau d'équipement qui donnait au territoire des possibilités exceptionnelles et dont je crois qu'il a su profiter. Si on n'apporte pas des idées, à quoi on sert? Rien. Si c'est pour faire du contrôle de l'égalité ou du maintien de l'ordre, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Mais je sais que ce n'est pas partagé. Et ce n'est pas partagé parce que on a évoqué un ancien président de la République, mais Nicolas Sarkozy disait aux préfets « prenez des risques ». Ceci étant, les préfets qui prennent des risques, il leur a coupé la tête comme les autres. Donc je veux dire que c'est vrai qu'il faudrait que le pouvoir politique, quelquefois, récompense. Mais personnellement, comme j'avais fait pas mal de choses dans ma carrière avant, j'étais suffisamment avancé en âge pour considérer que ce qui me paraissait intéressant, c'est de travailler sur ce territoire avec tous les acteurs qui étaient implantés et pas de rester un spectateur prudent et pusillanime. Donc je crois que c'est comme ça qu'on a inventé. Alors on a inventé un concept, contrairement à ce qui a été dit de l'actuel président de la République, ce n'est pas tel ou tel de ceux qui l'a assimilé à un capitaine de pédalo. C'est nous qui avons inventé le pédalo avec Patrick et Jacques Rallit et moi-même, parce qu'on a commencé à parler de tandem. Et l'embêtant dans un tandem, c'est qu'il y en a un qui est devant et un qui est derrière. Et nous avons défendu le pédalo, parce que dans un pédalo, on est à côté l'un de l'autre. Et comme l'a dit Patrick tout à l'heure, j'imaginais pas qu'on soit pas à côté l'un de l'autre. Enfin, je dirais que ça me paraissait pas pensable. D'ailleurs, je me suis fait plaquer par Patrick à la première réunion où j'ai émis l'idée de faire un établissement public du style Ville Nouvelle. Ah, il dit jamais c'est l'État. D'abord, je pense qu'il faut avoir plusieurs focales. Moi, je maintiens qu'il il ne faut pas tuer la focale de l'intercommunalité style pleine commune. Je pense que ça serait extrêmement regrettable. Mais le fait d'avoir une solidarité forte sur un projet de développement territorial cohérent n'interdit pas de se parler avec des voisins. Et d'ailleurs, je rappellerai à Patrick que le territoire, à l'exception du 18e ou du 19e, qu'il a évoqué tout à l'heure, on l'a eu une fois, c'est lorsqu'on a fait la carte de l'objectif 2. Lorsqu'on a fait la carte de l'objectif 2, l'objectif 2, c'est les fonds européens. Et nous nous sommes battus pour avoir de l'objectif 2 sur une partie du territoire de l'Île-de-France. Et on a défini un territoire qui était essentiellement la Seine-Saint-Denis, un petit bout du Val d'Oise et un petit bout des Hauts-de-Seine, et qui correspond à peu près au territoire que tu as évoqué. Donc ça veut dire qu'il y a bien... Non, mais j'adhère complètement. Donc je veux dire qu'il y a une certaine cohérence. Ceci étant, on ne peut pas non plus nier qu'il y a des problèmes politiques, qu'il y a des structures, et qu'il faut vivre avec, et qu'on ne peut pas tout casser. On évoquait tout à l'heure en aparté par rapport à la logique métropolitaine, le fait que la logique métropolitaine, elle casse complètement le département, et je pense qu'il faut y aller avec prudence. Si on a fait la loi Chevènement, c'est parce que je pense qu'elle est venue en temps et en heure, et qu'il ne faut pas chercher, par rapport au substrat des politiques et à leurs convictions, il ne faut pas aller trop vite.
Ma remarque suivante, c'est que il y a une chose dont je suis contente, peut-être d'autres dont je suis content dans ma carrière, mais je suis content d'avoir convaincu Jean-Pierre Chevènement qu'il fallait appliquer la loi Chevènement en Île-de-France. Parce que on a eu une longue discussion avec lui. J'avais quitté la direction de son cabinet, j'étais devenu préfet de région, et il m'a dit, mais Jean-Pierre, est-ce qu'il faut appliquer la loi en Île-de-France? Et moi, je lui ai dit oui. Oui, parce que je pense que même si c'est difficile, même si les problèmes politiques sont hypertrophiés, c'est stupide, mais il est complètement absurde, mais c'est inévitable entre Serge Dassault et Emmanuel Valls ou Francis Chouat aujourd'hui, de penser qu'il y a deux agglomérations, une autour d'Évry et une autour de Corbeil. Donc la divergence, c'est que je dis que je crois que si on a une structure métropolitaine, ça tuera la région. Or, je suis convaincu qu'un certain nombre de problèmes de l'Île-de-France ne peuvent être vus que dans une dimension régionale. Je crois que en matière de transport, ça me paraît évident. D'ailleurs, le RER, il va jusqu'à Malesherbes dans le Loiret. Donc, je pense que les problèmes comme ceux de l'eau, de l'assainissement, du traitement des ordures ménagères sont des problèmes qui sont à concevoir au niveau régional. Où mettons aujourd'hui nos déchets, sinon dans le fin fond de la Seine-et-Marne? Je veux dire que si demain, on exclut la Seine-et-Marne d'une approche, je veux dire, qu'est-ce qu'on va faire de nos déchets? On finira par les brûler ou les traiter dans l'usine de méthanisation de Romainville. Par contre, ça ne peut pas être la région telle qu'elle est aujourd'hui, et il faut la doter d'un système et d'une organisation qui lui permettent d'assumer ses fonctions métropolitaines, ce qui, on en parlait aussi avec Patrick, n'est pas complètement et totalement le cas aujourd'hui. Ça ne peut pas être non plus le même système de gouvernance que celui que nous avons aujourd'hui. J'ai une question à vous poser. Quand vous avez réfléchi avec Chevènement sur ces lois d'intercommunalité, d'abord, vous avez donné le temps aux communes de se décider, ce qui a été, je crois, psychologiquement extrêmement important. La deuxième chose, c'est que vous y avez mis quand même un attrait financier, ce qui n'était pas rien et qui pouvait inciter des gens à se dire ah ben, écoutez, on ne va pas laisser passer ça quand même. Donc c'était une deuxième, j'allais dire, habileté politique remarquable. Est-ce que à ce moment-là, vous avez eu envie de discuter du fait que Paris soit fermé autour de son périphérique et que ça poserait un problème de gestion à la bonne échelle des questions de logement, de transport? On s'est vraiment posé la question. Alors, la merci, Béatrice, de me rappeler un souvenir. Je me souviens très, très bien de la réunion dans le bureau de Chevènement où on a fixé à 250 francs par habitant le surcoût de DGF donné aux intercommunalités. Alors, vraiment, et je pense que, compte tenu du succès qu'a eu la loi, il y en a qui doivent se mordre les doigts en disant zut, on aurait peut-être eu le même résultat à 150 ou à 200. Mais je me vois très très bien. Donc la question vraiment de la citation, ça a été un élément central de qu'est-ce qu'on mettait dans le panier pour que on ait envie de se marier. La question de Paris, on ne se l'est pas posée. Ça c'est tout à fait clair. Elle ne l'a pas été. Le seul point, puisque je rappelle que la loi Chevènement a été votée sans qu'il y ait besoin de CMP et sans qu'il y ait de dernier mot donné à l'Assemblée nationale. Ça a été le fruit d'une discussion entre Jean-Pierre Fourcade et Jean-Pierre Chevènement. Je demande de ne pas le rapporter, ils sont tous les deux en vie, pour ne pas avoir d'écrêtement sur les intercommunalités les plus riches, ce qui permettait à Boulogne de se faire en intercommunalité avec. Et ça, c'est un amendement qui a permis les intercommunalités de riches sans prélèvement qui a permis l'adoption de la loi. Je dirais que c'est la donnée région parisienne, si je puis dire, ou région Île-de-France, du dossier. Il n'y a pas eu de véritable décision, de débat autour de Paris. Au sein de Paris Métropole, là, on a 203 collectivités de toutes couleurs politiques. Et mine de rien, on travaille sur cette question de gouvernance et en bousculant les lignes. Et je trouve que ça, c'est particulièrement intéressant. On est en pleine géopolitique, là. Il faudrait tenir compte des évolutions des territoires pour refonder la cartographie institutionnelle. Il y a aujourd'hui des choses qui n'ont plus aucune réalité. Il y a des départements qui n'ont plus de réalité. Il y a des régions dont, je ne sais pas, moi, la Picardie, je ne sais pas trop... voilà.
Il y a 3 départements, on pourrait très bien les raccrocher à 3 autres régions. Si on veut construire un pôle métropolitain, parce que je crois fortement au pôle métropolitain, à cette coopérative de coopératives, un pôle métropolitain composé de grandes agglos, qui soient elles-mêmes des coopératives de ville, une coopérative de coopératives, et qui ne tue pas la région. Parce que moi, je crois que la région a sa place. Mais il faut bien aussi que sur l'aire urbaine dense que constitue Paris Métropole aujourd'hui, on ait des possibilités d'agir dans l'opérationnel, sous responsabilité, sous couvert du SDRIF, hein, de ce que fait la région, de la région qui, à la limite, pourrait aussi avoir la compétence logement, qu'elle n'a pas aujourd'hui, mais qui permettrait à ce pôle métropolitain, que ce soit dans les transports, que ce soit au niveau du logement, de répondre d'une manière plus pertinente, plus cohérente aux questions des citoyens. C'est là la question. Donc, moi, je serais assez pour que cette loi, elle boucle l'intercommunalité. Elle donne comme objectif, je tenterais de dire les 1er janvier 2016, ça nous laisse 3 ans pour faire ça, 2013, 2014, 2015, la construction du pôle métropolitain. Et à partir de Paris Métropole, avec l'État, on construit effectivement le contenu, le périmètre de ce pôle métropolitain. Il me semble qu'on tourne un peu autour d'une question qui est très intéressante, c'est comment les problèmes deviennent des enjeux et comment les enjeux génèrent des politiques publiques. Et ça n'a rien d'évident. Et je crois que ça nous renvoie à des dimensions qui sont extrêmement géopolitiques, c'est-à-dire percevoir un problème comme un enjeu, c'est une représentation. C'est se représenter un élément de la réalité qui existe comme nécessitant une intervention, en l'occurrence publique, pour le résoudre, avec éventuellement des accords sur la façon de faire. C'est autre chose. Ça renvoie à des stratégies. Les stratégies sont construites sur des enjeux. Les enjeux sont partie prenante des stratégies. Et ça renvoie à des rapports de force. C'est-à-dire qu'il y a des acteurs qui réussissent à imposer des questions comme étant des enjeux collectifs. Donc on est vraiment dans des questions qui sont très géopolitiques. Deuxième remarque, par rapport à un certain nombre de choses qui sont dites sur, par exemple, les départements. Est-ce que certains ont une réalité? Est-ce que la région Picarde a une justification? Je crois qu'il faut se méfier d'un discours qui est un discours finalement de techniciens, de géographes, d'économistes, etc., qui dit, bon, de notre point de vue, c'est absurde. La Corse, région de 250 000 habitants, c'est un gros arrondissement parisien. C'est absurde. En Europe, qu'est-ce que ça peut peser? Parce qu'il y a une autre réalité technique qui est politique, la technique du politique. C'est-à-dire qu'un découpage régional peut être absurde du point de vue économique, absurde du point de vue du fonctionnement des services publics, de l'intervention du conseil régional, parce que c'est trop petit, par exemple, et totalement légitime, et le contraire d'absurde du point de vue politique, parce qu'il y a une identité. Personne ne propose aujourd'hui sérieusement de rattacher la Corse à PACA, parce que ça serait plus gros. Simplement parce que politiquement, ça n'a aucun sens. Mais justement, ça n'est plus faisable. Aujourd'hui, ça n'a plus... Il n'y a personne qui propose ça. Donc, en fait, il y a une dimension qui est importante, c'est celle de la faisabilité politique. Peut-être qu'une métropole serait une bonne chose sur Paris, mais si elle n'est pas faisable politiquement, elle peut être très pertinente d'autres points de vue, elle ne débouchera sur rien. Et tout à l'heure, on disait il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard si les départements résistent si bien. C'est qu'il y a des élus, par exemple, qui ne veulent pas les voir disparaître. Il y a des techniciens qui ont des positions de pouvoir, des carrières qui ne veulent pas. Il y a une identification de la population au département qui pèse. Donc en fait, on n'est plus dans de l'analyse géographique classique. On est vraiment dans l'analyse géopolitique. Et là, ça permet de comprendre ce qui se passe. Je veux dire qu'il faut quand même aussi qu'il y ait à un moment des hommes dont les convictions dépassent l'idéologie des sensibilités politiques auxquelles ils appartiennent. Encore faut-il savoir accompagner véritablement tous ceux et celles qui ne sont pas forcément prêts à faire ce pas-là. Et donc, il y a tout un savoir-faire dans la nécessité d'avoir compris qu'il faut faire bouger les choses, que les enjeux sont tout à fait importants, tout en ne rentrant pas de façon frontale dans des formes d'opposition qui vont faire que, de toute façon, au bout du compte, on n'y arrivera pas.